Salut les Tindaleuses, salut les Tindaleux, salut les grands anciens, salut les petits nouveaux. Ce soir, nous allons nous promener dans le quartier des docks. Parce que Bath, c'est une ville portuaire. C'est une grande, grande ville portuaire qui est notamment connue pour sa production de navires. Alors, rattachez vos ceintures, ça va un peu tanguer. Pensez à prendre votre anorak. On va partir se faire tremper un peu. Alors, ce magnifique bateau que vous voyez là, c'est le Wyoming, qui a été mis à flot en 1909 et qui a été, au moment où il a été mis à flot, le plus grand navire en bois du monde. Et c'était un bateau made in Bath. Pour être précis, ça a été un navire qui a été construit dans les chantiers navals de Percy and Small. Alors, Samuel Percy, c'est la figure publique de cette entreprise. Salut Chatoons. C'est la figure publique, Samuel Percy. Et c'est un homme qui est un peu excentrique, qui a toujours le mot pour rire. Et en fait, quand il a fondé l'entreprise en 1894, il avait comme idée de faire des navires en bois, des gros navires en bois, et il visait les marchés de la côte ouest. Alors, le Wyoming, donc ce navire qui était le plus grand navire en bois au monde, c'est un navire qui était destiné à transporter du charbon. Du charbon en grande quantité pour alimenter les centrales électriques. Alors, Percy and Small, ça a bien marché. Ça a bien marché pendant longtemps. Mais comme on est sur les docks, il y a des gens qui travaillent. Et quand il y a des gens qui travaillent, forcément, peut y avoir des conflits. Et il y a eu des conflits justement avec les syndicats. Pourquoi est-ce que ces conflits sont apparus? Eh bien tout simplement parce que ça a bien marché pendant longtemps, Percy and Small, mais l'acier fait concurrence. Les prix de l'acier ont eu tendance au bout d'un moment à baisser et l'emploi a été menacé. Alors Samuel Percy, il a été obligé de négocier avec Bonnie Collins. Bonnie Collins, c'est une femme qui a commencé à travailler à l'âge de 12 ans dans le chantier naval Percy and Small et c'est une figure syndicale. Salut Mr. Cake. C'est une figure syndicale, elle appartient à l'AFL, l'American Federation of Labor, qui est le syndicat majoritaire aux États-Unis. Il y a environ, je crois, 80% des syndiqués aux États-Unis qui appartiennent à ce syndicat. Et c'est un syndicat qui a obtenu notamment comme grande victoire le fait qu'on arrête de faire travailler les enfants. Alors, Bonnie Collins, c'est une figure que Samuel Percy aime bien écouter. Parce que, en fait, alors, elle a commencé à travailler à 12 ans et elle n'a pas suivi de cursus scolaire très, 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 très poussé, mais elle a une présence et une manière de parler qui impressionne les foules. En public, Bonnie Collins ne le dit pas, mais en privé, elle admet qu'elle aurait bien aimé caresser le rêve de monter sur les planches, de devenir une actrice. Et donc, elle négocie beaucoup. Et l'AFL n'organise pas beaucoup de grèves. Mais quand elle organise des grèves, ces grèves sont extrêmement massives. Ce qui fait que Samuel Percy, il estime que c'est bien de parler à Bonnie Collins. Et bon, c'est vrai que Samuel Percy, il s'est un peu distancié de son entreprise. La rumeur dit qu'il serait en train de se construire un grand voilier de mât pour partir couler des jours heureux.
et une retraite bien méritée. Mais en attendant, ça trime sec dans les chantiers. Bonnie Collins, elle est assez proche d'une autre figure publique que je vous ai présenté lorsque je vous ai présenté le quartier Saint-Jean. C'est le prêtre catholique Pantaléon Lestourbillon. En effet, Bonnie Collins, c'est pas une bolchevique. Salut Gamertoon. C'est pas une bolchevique et elle arrive à très bien s'entendre avec des figures du ce qu'on pourrait appeler le catholicisme social, comme le père Pantaléon Lestourbillon qui organise des soupes populaires à destination des ouvriers. Mais l'AFL n'est pas le seul syndicat sur les docks. Il y a également l'IWW, Industrial Workers of the World, dont le chef, Abaf, est Hugh Waver. Alors l'IWW, c'est un syndicat qui a été fondé en 1905 et qui est un syndicat de type révolutionnaire. Il fédère un peu de tout, des anarchistes, des communistes, des socialistes. Et Hugh Waver est à la tête de la section locale. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler très jeune. C'est quelqu'un dont la famille est morte sur les chantiers. C'est quelqu'un donc qui a vu de très près la brutalité que pouvait engendrer le travail industriel dans la ville de Bath. Et c'est quelqu'un qui petit à petit a commencé à se faire virer d'un peu partout parce qu'il avait tendance à beaucoup trop ouvrir sa bouche. Et donc Hugh Waver en fait est petit à petit devenu euh, un syndicaliste à plein temps. C'est un professionnel de la révolution. L'IWW veut préparer la révolution. Et pour cela, il met toute son énergie dans la lutte. Alors, il va de convention en convention, il va dans les réunions, il est sur les piquets de grève pour prendre la parole, mais c'est un type, si vous voulez, qui maintenant est une grande figure de la vie politique de Bath. Et donc, notre cher Hugh Waver, il est entouré de personnes qui, comme lui, rêvent d'une révolution qui peut prendre des détours violents. Hugh Waver et ses proches n'ont aucun problème conceptuel à employer la force et voire une violence extrême. En effet, Jack Milner, qui est sans nul doute l'un des soldats les plus fidèles de l'IWW, est un bolchevique. C'est-à-dire qu'il veut que les travailleurs de BAF suivent l'exemple de la révolution bolchevique en Russie, qui a commencé en Russie en 1917, et n'a évidemment, par conséquent, aucun problème avec une politique de terreur pour instaurer la dictature du prolétariat. Et la dictature, enfin, et le parti unique, etc., etc. Jack Milner, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé, également sur les chantiers navals, et qui a réussi en fait à se faire un nom et une place dans le paysage syndical et politique de Bath, parce qu'il est infatigable. Il est là aux premières heures du matin pour parler, pour tracter. Ensuite, il travaille, et dès qu'il peut, il organise la lutte. C'est vraiment son truc. Organiser la lutte pour prendre le pouvoir. Il est également l'auteur principal d'une feuille de chou, enfin d'une feuille de chou, d'un journal, pardon, le Workers' Voice, qui est propre à BAF et qui fait de la propagande socialiste. L'IWW se caractérise, contrairement à l'AFL, par des positions très internationalistes. Ils pensent que les ouvriers doivent prendre le pouvoir partout sur Terre. Et par conséquent, dans le Workers' Voice, il y a également des encarts en polonais, en italien, en allemand, pour fédérer les travailleurs
très nombreux qui travaillent sur les docks de Bath. Parce que si Percy and Small est en train de descendre euh, à cause en fait, c'est à cause de la concurrence des Bath Iron Works, dont je vous parlerai un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais je vais quand même vous donner une information dessus avant d'en parler, parce que comme ça vous allez avoir le paysage. C'est-à-dire que les Bath Iron Works fonctionnent tellement bien que la population de la ville en- a triplé en l'espace de 20 ans entre 1900 et 1920. On est passé de 10 000 habitants à 30 000, et c'est essentiellement lié à l'explosion des Bath Iron Works. Et donc, notre cher Jack Milner, il sait s'entourer de gens. Il réussit à convaincre des gens. Et l'une des figures les plus marquantes de la lutte sociale à Bath fut le jeune Norman Fish. Norman Fish, c'était un petit gars qui a commencé à travailler dans le club des machines mécaniques et électriques, dont je vous ai parlé lorsque je vous ai présenté le quartier de South Bend. Et Norman Fish, il était très doué. On lui prédisait un destin absolument fabuleux en politique et, euh, on pensait que ça allait devenir un grand nom. Pourtant, en 1913, un jour de novembre, il a purement et simplement disparu de la circulation. Alors, à partir de ce moment-là, les rumeurs ont commencé à courir. Il y a eu des gens qui ont commencé à dire que finalement, peut-être que Norman Fish, c'était un vendu, un traître, et qu'il a fichu le camp. Alors, il y a eu un comité de soutien à Norman Fish qui a été ouvert pour essayer de savoir ce qui est arrivé à Norman Fish. La représentante en 1921, 1920, 1921 de ce comité de soutien, c'est une vieille femme édentée, Helen Banks. Elle a plus aucune dent et on la surnomme Jézabel. Le comité de soutien à Norman Fish, il a plus bonne presse. On le tolère parce que on l'aimait bien, ce bon vieux Norman. Mais le comité de soutien à Norman Fish et Helen Banks, Jézabel, tiennent des discours complètement paranoïaques et complotistes. Norman Fish aurait été remplacé, le téléphone rend les gens fous dans la ville, si vous commencez à manger de la viande, vous risquez de devenir cannibale, il est super important de n'avoir aucune relation sexuelle parce que ça fait venir les démons dans vos têtes. L'armée a des plans secrets sur la ville de Bath. Bref, le comité de soutien à Norman Fish, c'est un ramassis d'allumés. Une hypothèse euh, plus pertinente que celle d'un Norman Fish qui aurait été remplacé, c'est celle qui consiste à dire que Norman Fish aurait eu quelques petits problèmes avec Narcisse Réal Patenaude. Alors c'est qui ce Narcisse Réal Patenaude? C'est le chef d'un syndicat fondé en 1906, qui est spécifique à Bath, qui est le SLTL, le syndicat libre des travailleurs libres. Alors, le syndicat libre des travailleurs libres se caractérise par le fait que c'est ce qu'on appelle un syndicat jaune. C'est un syndicat qui est radicalement opposé à la grève et un syndicat qui soutient en réalité le patronat. Le SLTL est apprécié par une partie des travailleurs de Bath car notamment, il gère une cantine, le Gourmet Travailleur. Le Gourmet Travailleur, que j'avais déjà évoqué dans la vidéo sur le quartier du Montparnasse, avec son chef Ribert,
Le gourmet travailleur, c'est une espèce de cantine où l'on peut manger relativement bien pour des prix extrêmement modiques. En effet, le syndicat libre des travailleurs libres cherche à obtenir des avantages pour chacun de ses adhérents. Bon, le syndicat libre des travailleurs libres se caractérise également par le fait qu'il peut payer certains de ses adhérents pour casser à coups de barre de fer les genoux des grévistes. Euh, cette pratique a notamment été développée par un certain Mario Moretti, dont je vous ai parlé lorsque je vous ai présenté le quartier de West Bath. C'est pas vraiment le syndicat de la police. Alors, la police apprécie, apprécie le syndicat libre des travailleurs libres et peuvent même en fait travailler avec eux lorsqu'il s'agit de briser un piquet de grève. Mais non, non, le SLTL prend essentiellement des ouvriers dans ses rangs. Euh, alors, il y a notamment des ouvriers récemment immigrés qui y adhèrent parce qu'ils se disent ah bah comme ça je vais pouvoir manger à la cantine du gourmet travailleur, ils payent une cotisation. Mais il y a aussi en fait une frange du syndicat qui est marquée à l'extrême droite et qui suit Narcisse Réal Patenaude comme un chef de guerre dans la lutte contre le socialisme. Bref, Norman Fish, qui était un syndicaliste extrêmement important sur les docks et très charismatique, il y a quand même pas mal de gens qui pensent que Narcisse Real Patnaud et peut-être Mario Moretti seraient responsables de sa disparition. Parce que Norman Fish, c'était quelqu'un qui avait tellement d'importance que lorsqu'il y a eu des grandes grèves en 1913 dans les Bath Iron Works, il s'est retrouvé assis à la table de négociation avec Andrew Hyde, le patron des Bath Iron Works et l'homme le plus riche de la ville. C'était donc quelqu'un qui était en pleine... Il avait une carrière brillante devant lui et bon, on peut penser que c'est pour ça qu'il a été éliminé, même si certaines rumeurs, peut-être mal intentionnées, suggèrent que Hugh Weaver serait responsable de l'élimination de Norman Fish. En effet, le chef de l'IWW à Bath voyait peut-être d'un mauvais œil l'arrivée d'un concurrent. Alors, passons maintenant à Andrew Hyde et au Bath Ironworks, dont je vous ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais maintenant je vais rentrer un peu dans le détail. Alors, les Bath Ironworks, euh, c'est, comme je le disais, euh, un chantier naval qui s'est spécialisé dans l'acier. Euh, Lorsque Hyde l'a repris, c'est son père qui l'a fondé, son père qui était un politique d'envergure. En fait, ce qui s'est passé très très vite, c'est que les Bath Iron Works ont commencé à avoir des commandes militaires. Ils ont commencé à faire des bateaux pour l'armée. Et ça a pas mal marché. Ils ont parié sur l'acier et ça s'est développé énormément avec un carnet de commandes militaire. Ce qui fait en fait que les Bath Iron Works ont vu son salut furieux, il n'y a pas de problème, tu es toujours le bienvenu, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Les Bath Iron Works donc, en fait, se sont tellement développés que le président Wilson est même venu à Bath et se serait entretenu avec Andrew Hyde. Il faut vraiment garder ça à l'esprit, hein, les Bath Iron Works, c'est non seulement important pour la ville de Bath, mais c'est également important pour l'ensemble de l'État du Maine, et par le rôle qu'il joue dans l'industrie militaire, c'est même un centre d'intérêt
national. C'est pas le plus gros chantier naval au niveau national, mais c'est un gros producteur de navires militaires. Et ça fait en fait que les docks sont aussi un grand lieu euh, de la politique, pas seulement syndicale, mais également de la politique locale, voire, voire plus haut. C'est la raison pour laquelle il y a aussi euh, un petit duel qui s'installe sur les docks. En effet, Andrew Hyde, on lui prête des ambitions politiques du côté républicain. Et de l'autre côté, du côté démocrate, il y a le fils de l'ancien maire, Jerry Milford, Eric Milford, donc son fils, dont je vous avais parlé dans la vidéo sur South Bend, qui est bien présent sur les docks. En effet, lui, ce qu'il gère, c'est cette centrale électrique au charbon qui alimente l'ensemble de la ville de Bath, ou presque, en bonne électricité. Et donc, il y a ce petit face-à-face entre Milford et Hyde sur les docks. Un autre face-à-face qui a lieu sur les docks et qui est lié plus spécifiquement à l'électricité, c'est le face-à-face entre Eric Milford et Joanne Wolfram. Joanne Wolfram, elle aussi son truc, c'est l'électricité. Sauf que Wolfram a plutôt mis l'accent non pas sur une centrale à charbon et un réseau unifié, mais sur des petits générateurs individuels qui fonctionnent à l'essence. Et sa clientèle, bah, en fait, elle s'est petit à petit amenuisée. Au début, c'était plus simple pour les gens d'avoir des générateurs individuels. Et maintenant, bah, c'est plus simple de se raccorder au réseau central. Donc Wolfran a été petit à petit en fait envoyé en périphérie de la ville. Quand on habite loin du centre-ville, on n'a plus volontiers recours au service de Wolfran pour avoir de l'électricité. Ou alors, quand on habite de l'autre côté de la ville, de l'autre côté de la Kennebec, je veux dire, à Woolwich. En effet, Wolfran, elle voit d'un très bon œil l'ouverture du casino dans le quartier de Woolwich. Je vous invite à regarder la vidéo sur Woolwich pour plus d'informations de ce côté-ci. Et donc, peut-être que même si elle est en retrait, elle n'est pas complètement finie, Madame Wolfran. Et il y a un autre type de clientèle qui est particulièrement importante pour Johan Wolfran. On est sur les docks. Et c'est bien beau le réseau électrique central avec les câbles qui partent de la centrale à charbon. Mais il y a des gens qui ont besoin d'électricité aussi, qui aimeraient bien avoir de l'électricité toujours avec eux et qui ne peuvent pas être reliés à la centrale. C'est les marins. Donc Johan Wolfran, elle a également beaucoup de contacts avec les marins sur les docks. Et les docks, il y a une capitainerie. Et le responsable de cette capitainerie, c'est Enoch Montgomery. Alors, Enoch Montgomery, c'est un type qui a mauvaise presse. Bon, c'est vrai que le type qui était avant lui en charge de la capitainerie, Fletcher, c'était quelqu'un qui avait très bonne réputation, qui tenait les trucs bien droits, bien carrés. Sauf que Fletcher, il est mort en 1914, je crois, peut-être 1913, 1913, 1914. Il est mort d'une terrible congestion. Alors, on ne sait pas exactement, est-ce que c'est une rupture d'anévrisme? Est-ce que c'est une crise cardiaque? Est-ce qu'il a été empoisonné? Il y a des rumeurs qui disent que ce serait un serpent des mers qui l'aurait mordu. Bref, toujours est-il que Enoch Montgomery, il a dû prendre la place d'un type qui en imposait. Et Enoch Montgomery, c'est un bonhomme un peu triste. C'est un type qui attend, comme ça, que les choses se passent. Et ses employés l'aiment pas trop. Et par conséquent, c'est un peu le bazar sur les docks. Les places sont attribuées un peu n'importe comment. Et tout le monde dit que de toute façon, Enoch, la seule chose qu'il a envie de se faire, c'est de se carapater. Il y a également sur ces docks, pour les gens qui veulent se carapater, quelqu'un qui est prêt à fournir des services de qualité. Ce quelqu'un, c'est William Tupper.
William Tupper, il gère une compagnie locale de transport de passagers. Alors, au tout début, il faisait que des trajets locaux. Bath, Winnegans, Bath, Woolwich. Mais petit à petit, il s'est imposé comme un grand nom du transport de passagers au-delà de simplement Bath. Aujourd'hui, la Tupper Ferries va jusqu'à Bar Harbor, même au Canada. Bar Harbor, c'est une grande station balnéaire dans l'État du Maine qui attire énormément de touristes. Ensuite, il pousse jusqu'au Canada. Ça va également jusqu'à Portland, Boston. Bref, c'est une compagnie de ferry qui a de l'ampleur. Et Tupper, il caresse même le rêve de faire des croisières jusqu'en Europe. Peut-être jusqu'en Égypte, qui sait. Après tout, les gens ont envie de voyager. C'est pas ce malheureux incident du Titanic qui va décourager les gens de faire des croisières. Et alors, comment Tupper a pu s'imposer comme ça face à des grands acteurs comme par exemple la Cunard qui a des épaules beaucoup plus larges? Eh bien, c'est parce que William Tupper, il a un bon ancrage local et, d'après certains, des méthodes de voyous. En effet, lorsque Timothy Cunard, euh, voyons, nous n'allons pas être vulgaires. J'essaye le plus possible de ne pas être trop vulgaire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, donc, quand Timothy English, un représentant de la Cunard, est venu à Bath lors de la fête de la viande, face à tout le gratin bafois qui était réuni pour discuter avec lui, il a fait un petit quelque chose qui a légèrement nui à l'image de la marque et conduit à son licenciement. C'est parce que Timothy English a tout simplement décidé, en plein milieu de la réception, d'exhiber ses parties. Il a donc été très rapidement licencié de son entreprise, mais le mal était fait, d'autant plus que pendant toute la procédure de licenciement, il soutenait que c'était un ordre direct de ses supérieurs. La rumeur, encore une fois peut-être mal informée, soutient que c'est parce que William Tupper l'a grassement payé pour faire ce geste malencontreux. En effet, comme je vous le disais, Tupper a la réputation d'être un peu voyou, et il a également la réputation, comment dire, de ne pas être très regardant vis-à-vis des lois. Quand ces croisières passent dans les eaux internationales ou quitter la frontière de l'État avant que la prohibition ait lieu sur l'ensemble du territoire des États-Unis, les gens pouvaient boire de l'alcool à bord de ces navires. C'était raccord avec la loi. En effet, du coup, on pense que Tupper fonctionne presque comme un gangster et qu'il a pour cela son petit clan. Son responsable local, Ernest Coublet, qui gère le personnel, serait peut-être la personne qui gère également les fonds, tandis que le matelot, Pete Middleton, serait en charge de tout ce qui va être transactions occultes et peut-être, comment dire, gestion des problèmes physiques, on peut dire ça comme ça. Mais encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. En tout cas, c'est vrai que les docks, bah, c'est la porte d'entrée dans la ville, et forcément, c'est l'endroit où des choses louches se produisent. On n'a pas besoin de beaucoup s'éloigner des docks pour avoir des choses louches. Il suffit de rejoindre Salambo Street, une petite rue juste derrière les Bath Iron Works, ici, là. Petite rue étroite et qui jouxte le quartier de Chinatown. Tout petit quartier où la communauté chinoise de Bath vit. Euh, dans Chinatown, globalement, c'est un quartier avec une insécurité extrêmement forte.
dont les premières victimes sont les habitants de la communauté chinoise. Il y a en effet un racisme anti-asiatique extrêmement développé aux États-Unis à cette époque. Et pour vous donner une idée, il y a même une loi, le Chinese Exclusion Act, qui a été votée en 1882 et qui est une loi raciste qui vise spécifiquement la population chinoise. Bien, donc dans le Chinatown, il y a cependant une figure qui émerge un peu, c'est Madame Liang. Madame Liang, elle tient un salon de thé et la rumeur, encore une fois, euh, a conduit à des nombreuses descentes de police. En effet, il y a également un établissement de bain et la police est persuadée qu'il s'agit d'un lieu de prostitution. Bon, ils n'ont jamais rien trouvé et donc rien qui puisse étayer cela. Cependant, on dit quand même que malgré tout, Madame Liang, peut-être qu'elle vendrait de l'opium et peut-être qu'il y aurait une fumerie d'opium à l'arrière de sa boutique. Et c'est vrai que autour du salon de thé de Madame Liang, on voit beaucoup de gens très fatigués, très fatigués. Mais chez Madame Liang, vous avez dit qu'il y avait des violences dans le quartier, notamment dirigées à l'encontre de la communauté chinoise. Chez Madame Liang, il y a également quelques personnes qui ne parlent qu'allemand. Ces personnes semblent assurer la sécurité et la vraie personne qui tient Salambo Street, je vous avais dit que je vous en parlerai quand je vous ai parlé de Westbath, c'est une figure germanique, Konrad Krieglib. Konrad Krieglib, il aurait bien aimé faire carrière et gérer le Turnverein, le gymnase germanique dont je vous ai parlé lorsque je vous ai présenté le quartier de South Bend. Mais bon, quand Achille Hammerman, l'ancien directeur, a passé l'arme à gauche, c'est le fils du fondateur, Otto Pilzer, qui a repris la baraque. Et donc Konrad Krieglib a compris que c'était les fils d'eux qui pouvaient y arriver. Alors ni une ni deux, Konrad Krieglib, il a pris tout son argent et il a commencé à investir dans des hôtels miteux qui sont quasiment instantanément devenus des maisons de passe. Konrad Krieglib s'est entouré de gros bras formés autour de Verein, des gens peu bavards, avec une intelligence physique très prononcée, capable d'être violent quand c'est nécessaire, jamais à l'excès, car ils tiennent à ce que le commerce fleurisse. Et Konrad Krieglib est rapidement allé voir les jeunes femmes du quartier, des docks. En effet, l'explosion de la population a également vu une explosion de la misère, et Konrad Krieglib a su l'exploiter. Bref, c'est lui qui gère Salambo Street, et la police ferme calmement les yeux sur ce qui se passe dans Salambo Street. Après tout, il faut bien que quelqu'un tienne le quartier, et Konrad Krieglib, après tout, a presque tout de l'honnête homme. En tout cas, il est capable de préserver la paix sociale. Voilà. La semaine prochaine, nous allons filer un peu cette bobine, suivre un peu le fil qui part de cette bobine et voir où les gens vont faire la fête. Parce que la semaine prochaine, nous allons vous parler du centre-ville. Alors, on ne parlera pas que de la fête, hein. Le centre-ville, c'est vraiment là où il y a la mairie de Bath, le palais de justice de Bath, c'est le centre de la ville. J'ai très très hâte de vous en parler et promis, je vous emmènerai là-bas faire un petit tour au Flamingos. Le Flamingos, c'est l'espace de la ville où l'on danse beaucoup. Et je vais vous quitter donc sur cette petite image de la quatrième édition de BAF. Je ne suis pas certain que c'était une soirée du Flamingos, mais en tout cas,
on sait s'amuser dans la ville de Bath quand on parvient à garder la vie sauve. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. On se revoit la semaine prochaine pour parler du centre-ville. Va y avoir des personnages absolument centraux dans la ville de Bath. N'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou sur le Discord. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous regardez le replay sur YouTube, mettez un pouce, un commentaire. Les algorithmes nous aimeront. Et comme ça, nous allons conquérir le monde pour pouvoir chanter Ia, Cthulhu Ftagn dans les oreilles du monde entier. Je vous souhaite de doux rêves. Ciao ciao.